C'est délibérément que j'ai pas fait de commentaires après la lecture de mail de Jean-Yves, mais ici et maintenant, je tiens de ma place de parent, et pas seulement de ma place de présidente du GPF, à souligner à quel point nous avons besoin de nos professionnels, à quel point ils font un travail magnifique, à quel point ils sont injustement peu reconnus, mal payés, vous le savez, précaires parfois. Et donc, un jour viendra où effectivement, comme le disait Jean-Yves tout à l'heure, il faudra qu'on fasse quelque chose tous ensemble parce que l'urgence, elle est ici et maintenant. Donc, vous voyez bien dans ce film à quel point ce travail est magnifique. Et j'en profite, il a été tourné dans un EAP en DAS, enfin de APF France Handicap plutôt, à Amiens, où il y a une équipe absolument remarquable. Vous avez entreaperçu la directrice et ils font un boulot magnifique comme vous faites tous, comme font tous vos professionnels. Et je pense que ça devait être souligné. Donc voilà de qui nous parlons, vous le savez déjà parfaitement. Et je pense que dans cette démarche de société inclusive, de reconnaissance de la citoyenneté, d'autonomie et d'autodétermination, si petite qu'elle soit, il ne faut jamais perdre de vue que dans le polyhandicap, nous avons des enfants, des jeunes, des adultes extrêmement démunis qu'il faut aller chercher là où ils sont pour mieux les accompagner et que c'est vraiment sans cet accompagnement de professionnels, nous autres parents, nous sommes quand même extraordinairement démunis. Et je sais qu'il y a des professionnels, nombreux, qui pensent que sans les parents, ils n'arriveront à rien. Donc, je voulais souligner cette alliance et je pense que maintenant, je vais laisser la parole aux philosophes s'ils veulent bien venir nous rejoindre sur scène. Bonjour à toutes et à tous, merci Madame la Présidente de votre accueil. Effectivement, donc je suis directeur adjoint d'Espace Éthique Île-de-France, qui, comme vous le savez, est un lieu de débat, de réflexion, de formation et de recherche sur l'ensemble des questions d'éthique que on rencontre dans le champ de la santé et de l'autonomie. Et j'ai essayé de prendre au sérieux la question, est-ce que vous nous aviez demandé, j'en ai évidemment discuté avec Paul Louvel-Dubuc, et je lui emprunte un certain nombre de choses, mais je le dirai, sur ces 4 notions. Donc le programme est ambitieux, parce qu'on m'a donné, je crois, une petite demi-heure, je vais essayer de me faire un petit peu moins, éclairer un peu ces 4 concepts, ou plutôt ces 4 notions: autonomie, autodétermination, inclusion et citoyenneté. Je vais avoir 4 points, ça va être assez simple. Je vais enlever ma montre, comme ça je surveillerai l'heure. J'ai 4 grandes idées à vous présenter et à vous soumettre. La première grande idée, c'est pas de l'ordre de la définition, c'est plutôt de l'ordre du constat. Et ce constat, c'est que on a depuis peu changé de monde d'un point de vue éthique ou philosophique sur ces questions. Pourquoi on a changé de monde? Parce que dans le monde ancien, jusqu'à la fin du XXe siècle, disons, jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, les choses étaient relativement simples parce que derrière autonomie, il y avait la notion de ce qu'on appelait le principe d'autonomie, formulé pour la première fois dans un rapport parlementaire américain qui s'appelle le rapport Belmont, suite à des choses un peu compliquées d'éthique de la recherche qui remontent au moins au Code de Nuremberg de 1947. Ça, le contexte n'est pas forcément très important, mais ce principe d'autonomie qui a gouverné quand même la réflexion, à mon avis, pendant très très longtemps, disait la chose suivante. Le principe d'autonomie, il dit: les personnes capables d'autonomie doivent être traitées comme des agents autonomes, les personnes dont l'autonomie est réduite doivent être protégées. Je répète, c'est un peu tautologique, et c'est important. Les personnes capables d'autonomie doivent être traitées comme des agents autonomes, les personnes dont l'autonomie est réduite doivent être protégées. Dans le champ de la recherche biomédicale, vous voyez immédiatement ce que ça veut dire. Les personnes capables d'autonomie, en l'occurrence d'autodétermination,
capables de comprendre que ce qu'on leur propose, c'est de la recherche et pas du soin, capables de comprendre les risques qu'ils encourent. Les personnes capables d'autonomie doivent être traitées comme des agents autonomes. Ça veut dire qu'on doit rechercher leur consentement à la recherche, un consentement libre et éclairé. Les personnes dont l'autonomie est réduite doivent être protégées. Ça veut dire que dans le rapport Belmont, et comme suite au Code de Nuremberg, il y a un certain nombre de personnes dont on considère que l'autonomie, dont vous avez vu qu'elle n'est pas encore définie, est réduite, qu'elle peut être réduite, et que ces personnes doivent être protégées. Dans le champ de la recherche, ça veut dire qu'en théorie, vous ne devez normalement pas les inclure dans les essais, ou alors avec de grandes, très grandes précautions, et c'est à titre exceptionnel. Les enfants, ils listent les femmes enceintes, les détenus, qu'ils appellent à l'époque les vieillards séniles, un certain nombre de personnes porteuses de maladies psychiques. La liste est vaste, la liste est très diverse, de personnes dont l'autonomie est réduite et qu'il faut protéger. Et protéger notamment en ne les incluant pas dans les essais. Et vous voyez que finalement, ce principe d'autonomie formulé comme ça de manière très générale, donc je le répète une dernière fois, les personnes capables d'autonomie doivent être traitées comme des agents autonomes, les personnes dont l'autonomie est réduite doivent être protégées. Il est assez intuitif, ce principe, et si vous pensez à l'éducation d'enfants ou à toutes les formes de soins et d'accompagnement, finalement, c'est quelque chose qui paraît assez intuitif, c'est-à-dire que vis-à-vis de sujets ou d'êtres dont on considère qu'ils ont une capacité d'autonomie, on applique une logique de respect de cette capacité d'autodétermination, notamment par le recueil du consentement, mais par d'autres choses. Et vis-à-vis des personnes dont on considère que l'autonomie est réduite, qui sont donc vulnérables, première définition de la vulnérabilité, comme une autonomie réduite, qui n'est pas encore qualifiée, mais là, on entre dans une logique de protection. Donc, dans un cas, logique de respect de l'autonomie, sa promotion comme autodétermination, dans l'autre cas, protection d'une forme de vulnérabilité. Et vous voyez que dans les deux manières de faire, on ne raisonne pas du tout de la même façon. Selon que vous considérez que votre interlocuteur ou la personne en face de vous est capable d'autonomie, comme le dit ce vieux principe, vous n'agissez pas du tout de la même façon. Dans un cas, respect de l'autodétermination, dans l'autre cas, d'essayer d'agir dans le meilleur intérêt de la personne. C'est la logique de l'intérêt ou de la bienfaisance qui prime. Je crois que nous n'en sommes plus là et que depuis une vingtaine d'années, ce principe simple, il ne vaut plus, ou en tout cas dans le monde actuel, dans le monde contemporain, cette distinction, n'est plus acquise et elle est complexifiée. Elle est complexifiée des deux côtés. D'une part, par rapport aux personnes dites vulnérables, on ne considère plus qu'il soit légitime d'avoir une attitude purement paternaliste ou maternaliste de protection et d'intérêt. On considère qu'il faut aussi, les personnes dont l'autonomie est réduite, respecter leurs droits, respecter leurs préférences autant qu'elles peuvent s'exprimer. Donc c'est là que vous avez toutes ces notions qui apparaissent, d'autodétermination, d'inclusion, de citoyenneté. Donc il y a un élargissement de l'autonomie et de la préoccupation pour l'autonomie. Pensez à ce que vous disent effectivement les politiques publiques ou le cycle législatif du début des années 2000, dans le champ de la santé, 4 mars 2002, dans le champ du médico-social, 2 janvier, dans le champ des tutelles en 2007, dans le champ du handicap en 2005, il y a un cycle législatif qui instaure l'idée et qui nous accoutume à l'idée que même les personnes dont l'autonomie est réduite doivent non seulement être protégées, mais aussi respectées dans l'autonomie qui est la leur. Et à l'inverse, donc je parle d'un élargissement de l'autonomie, un élargissement de la vulnérabilité, parce que l'on considère un peu dans le même moment que les personnes réputées capables d'autonomie ou réputées moins vulnérables ou vulnérables normalement et pas particulièrement, méritent elles aussi une forme de protection, une forme de vigilance, une forme d'attention. Alors les anglo-saxons disent de care, mais on peut parler français aussi, donc de sollicitude, de considération, d'attention, de vigilance. Et vous avez, pour ceux que ça intéresse, un très très beau rapport annuel de la Cour de cassation de 2009, où la Cour de cassation s'aperçoit que la catégorie de vulnérabilité est en train d'aller dans toutes les chambres d'activité de la Cour, le commerce, et que le commerce, la location d'un logement, le droit privé, le droit public, le droit commercial, le droit pénal, que cette catégorie de la vulnérabilité fleurit et qu'on se met à reconnaître des vulnérabilités à tout un tas d'agents sociaux, les locataires, les bailleurs, tout le monde se reconnaît une forme de vulnérabilité. Donc par rapport à ce monde ancien, je simplifie un tout petit peu, mais où on avait
des personnes capables d'autonomie et des personnes vulnérables, élargissement de la préoccupation de l'autonomie d'un côté, y compris aux personnes particulièrement vulnérables, et reconnaissance d'une forme de vulnérabilité universelle ou quasiment universelle, et de la nécessité de prendre soin, y compris des personnes réputées compétentes ou capables. Je ne prends pas parti pour dire si c'est mieux ou moins bien qu'avant, si le nouveau monde est plus riche, il est plus riche, plus complexe, mais il est aussi beaucoup plus difficile de naviguer dedans et de s'orienter, de savoir quoi faire. Les règles sont moins claires. Mais d'un point de vue théorique, quand même, ça montre qu'il y a peut-être deux voies par lesquelles certains peuvent être tentés, qui me semblent un peu des apories. La première de dire bon, il faut en finir avec cette catégorie d'autonomie, qui pourrait être une tentation, hein, comme inclusif, on finit par l'entendre tellement qu'on se dit mais c'est complètement vide en fait, ça n'a aucun sens. Et certaines théories féministes en philosophie notamment ont défendu, par exemple dans les années 70, 80 et 90, que cette catégorie d'autonomie était masculiniste, rationaliste, promouvait une conception d'existence indépendante, totalement indépendante, donc illusoire, qui était portée par une vision très libérale, voire ultra-libérale du monde et des relations humaines. Et donc, il y a une poussée forte pour assumer des éthiques de la vulnérabilité et remplacer ce qui est censé être auparavant l'éthique de l'autonomie par une éthique de la vulnérabilité. Et être éthique, se comporter de manière éthique, alors ce serait se rendre vulnérable à la vulnérabilité d'autrui. Vous voyez, on changerait complètement de monde. Donc là, ce serait en finir avec l'autonomie. D'un autre côté, vous avez des gens qui disent il faut au contraire essayer de la repenser, d'y intégrer la notion de vulnérabilité. C'est ce qu'on appelle notamment les éthiques relationnelles. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais pour essayer justement de dépasser cette conception un peu trop restrictive, masculiniste, rationnelle, individualiste, cognitiviste de l'autonomie telle qu'on peut la concevoir. Donc je vous donne juste les pistes et puis l'endroit où on est. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est que je pense qu'il faut essayer le moment est venu de redonner à la notion d'autonomie, et moi je dirais peut-être aussi à la notion de capacité d'autonomie, peut-être déjà un peu plus intéressant et plus riche de parler comme ça, redonner à la notion d'autonomie ou de capacité d'autonomie toute son épaisseur, et ce faisant aussi toute son épaisseur à la catégorie de vulnérabilité, où j'ai essayé de commencer à montrer qu'elle est connexe. J'ai deux idées relativement simples là-dessus. La première, c'est que je pense qu'il faut qu'on apprenne à distinguer des dimensions ou des sphères d'autonomie qui sont distinctes, qui ne sont pas des choses différentes. Je pense que l'autonomie, c'est tout un. Mais dans ce qu'on appelle l'autonomie, on vise des choses, des dimensions un peu différentes. Et donc je pense qu'il faut la qualifier. Il faut mettre des adjectifs après autonomie, arrêter de parler de l'autonomie comme si, bien sûr, c'est aussi quelque chose de global, mais alors à ce moment-là, on dit l'autonomie globale. La pluraliser, la qualifier. Je vous propose une pluralisation, une qualification en tripartite. Premièrement, je pense qu'il existe une première dimension qu'on devrait appeler l'autonomie fonctionnelle, qui est en gros, j'aurais pas le temps d'entrer dans les définitions précises et on pourrait passer des heures là-dessus, mais simplement je décris une sphère ou une dimension, je la désigne, je la délimite. Par autonomie fonctionnelle, je dénomme à peu près ce qu'on pourrait appeler la capacité à vivre et à s'adapter dans un environnement donné. Capacité de vivre et de s'adapter dans un environnement donné, qu'on pourrait prendre individuellement et collectivement d'ailleurs, le cas échéant avec une aide. C'est ce que certains appellent le fonctionnement. Dans le champ du handicap, on appelle la notion de fonctionnement est assez proche de ça. Et on pourrait aller du point de vue philosophique chez Georges Canguilhem ou chez Goldstein pour trouver des définitions ou des manières de voir ça. En tout cas, c'est une capacité à vivre et à s'adapter dans un environnement donné que ont tous les êtres vivants, qu'ont la plupart des êtres vivants, et dont on commence quasiment progressivement à doter un certain nombre de machines. Pensez aux voitures dites autonomes, elles ne le sont pas encore tout à fait, mais si ces capacités à vivre, à fonctionner et à s'adapter dans un environnement, on commence quand même très lentement à s'en approcher, de cette autonomie-là. Deuxième type d'autonomie, ce que j'appelle l'autonomie morale, c'est le fait de vivre une vie qui est à peu près conforme à ce qui compte pour vous, ce qu'on pourrait appeler vos valeurs, vous avez utilisé le mot tout à l'heure, à ce qui est
important à vos yeux, à ce qui compte pour vous, pas seulement à ce qui vous cause du plaisir ou du déplaisir, mais à ce qui vous cause de la joie ou de la tristesse, à ce qui renforce votre estime de vous-même, à ce qui fait que vous pensez que vous avez des raisons d'y attacher de la valeur. Ça peut être, c'est pas des choses abstraites, hein, c'est pas des grandes valeurs comme la vérité ou je ne sais quoi, ou la liberté abstraite. Ça peut être une relation, ça peut être le plaisir que vous êtes capable de prendre du plaisir à certaines choses. C'est des choses qui comptent pour vous, qui vous font vous lever le matin, qui donnent un sens à votre vie. Donc là-dedans, il y a l'autodétermination, mais je pense que l'autodétermination, c'est une des formes ou une des modalités très particulières de l'autonomie morale. Et que quand je m'autodétermine, je prends une décision, mais d'un point de vue fonctionnel, j'ai besoin de prendre des décisions. Donc la décision, elle a une forte composante fonctionnelle. Mais l'autonomie morale, elle ne se réduit pas à la capacité à prendre des décisions, elle ne se réduit pas à la capacité à exprimer des préférences, c'est est-ce que je vis une vie qui est à peu près conforme à ce qui importe pour moi. Troisième sens de l'autonomie, troisième dimension, troisième sphère, c'est ce que j'appellerais l'autonomie civile, qui est notre pouvoir d'agir, encore une fois individuel ou collectif, notre pouvoir d'agir dans la société. Et c'est là qu'à mon avis, on trouve les notions de citoyenneté et d'inclusion. Votre pouvoir d'agir dans la société, qui vous est donné par plein de choses, qui vous est donné par le droit. Quand à 18 ans, vous acquérez la majorité, vous pouvez faire un certain nombre de choses par des lois. Je rappelle quand même que le droit de vote pour les femmes, le droit d'avoir un compte en banque, le droit de choisir le métier qu'on veut, le droit de choisir son mari, c'est des conquêtes récentes. Ça s'acquiert par des luttes sociales aussi. Ça s'acquiert par des moyens financiers, parce que ça vous fait une belle jambe d'avoir un droit à la propriété si vous couchez sous les ponts. Ça s'acquiert aussi par des droits civils qu'on peut vous retirer quand vous faites l'objet d'une mesure de tutelle au bien et à la personne. Votre capacité d'agir, il y a un certain nombre d'actes que vous avez une jouissance, mais vous n'avez plus l'exercice de vos droits. Donc ça, pour moi, c'est l'autonomie civile. Et à mon avis, il y a quelque chose qui est l'autonomie globale, dans laquelle il y a ces trois choses, ces trois dimensions qui sont très articulées, elles sont très difficiles à séparer. Fonctionnel, moral, civil. Et à ce moment-là, on commence à revoir des choses. Et l'articulation de ces trois dimensions, elle pose énormément de questions. La façon dont vous décidez de les articuler ou pas, elle pose énormément de questions. J'entre pas là-dedans, mais je le distingue. Et donc, la deuxième chose que je voudrais dire là sur cette notion, c'est que vous voyez que quand on la pluralise comme ça, fonctionnel, moral, civil, c'est à la fois quelque chose, une capacité que nous avons tous en partage, qui nous est donnée, conférée, reconnue. Tout le monde a une autonomie fonctionnelle. Hein. Tous les êtres vivants et tous les êtres vivants humains ont une autonomie au sens fonctionnel, au sens où s'ils arrivent à vivre et à s'adapter dans un environnement, quelle que soit la forme de cette vie, d'une certaine façon, elle est présente, cette autonomie fonctionnelle. Et en même temps, c'est quelque chose que nous réussissons plus ou moins à actualiser dans nos vies, qui nous est plus ou moins accordé, que nous arrivons plus ou moins à conquérir. Donc à la fois, on l'a pleinement, ça semble paradoxal, mais et à la fois, il faut le conquérir ou l'acquérir ou l'actualiser. Moi, par exemple, je vous fais une confidence, mais je suis pas toujours au top de mon autonomie morale, par exemple. Il y a des fois où je me laisse influencer, je me laisse obscurcir le cerveau par les chaînes d'information, par les réseaux sociaux, et on peut pas dire que ce soit ma personnalité propre qui s'exprime quand je dis ou je fais certaines choses. J'ai une capacité d'autonomie morale. Aristote dirait en puissance. La question de savoir si j'arrive à l'actualiser, ça dépend de plein de facteurs, de mon état de fatigue, des gens qui m'entourent, du contexte plus ou moins propice qui est créé pour que je puisse l'exprimer, des rencontres que je fais. Voilà. Donc à ces trois formes d'autonomie, je pense ou à ces trois dimensions correspondent des formes de vulnérabilité, mais je vais pas m'y attarder. Mon troisième point, c'est que j'ai lu avec énormément d'intérêt l'argumentaire de cette journée. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais on sent qu'il y a eu un travail de réflexion très profond et très sérieux derrière. Et donc mon troisième point, c'est de vous dire que je partage la quasi-totalité des constats et des affirmations de cet argumentaire que je vous invite à lire parce qu'il est d'une grande richesse. Alors je partage trois constats, je les rappelle. Premièrement, on vit là avec des notions, autonomie, autodétermination, citoyenneté, inclusion, qui viennent en ce moment beaucoup de discours publics, de courants de pensée théoriques, qui viennent, on pourrait dire, d'en haut.
d'en haut, pas au sens, je fais pas de démagogie, hein, mais qui viennent plutôt d'en haut, du monde des idées ou des politiques publiques, etc. Il y a par exemple un très grand travail mené par le Conseil de la CNSA sous l'égide de Marianne Monchamp sur ces questions qui est de très grande qualité. Et, vous pouvez aussi le voir dans la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées ou dans les travaux du Comité des droits. Ces notions sont présentes, défendues, définies, argumentées. Moi-même, je viens de finir une mission que m'a confiée Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie, notamment par une charte grand âge. Et c'est des notions que moi je reprends assez facilement à mon compte. Donc on a ces notions qui sont qui nous viennent, qu'on utilise, qui sont un peu notre idéologie au sens marxien du terme, c'est-à-dire neutre, pas forcément trompeur ou illusoire. Ces notions, elles peuvent avoir un effet positif pour les personnes en situation de handicap, en perte d'autonomie fonctionnelle. C'est très bien dit dans le texte, dont j'y reviens pas. Ça peut faire évoluer l'accompagnement, faire que on crée pas de sur-handicap. Ça peut être libérateur, épanouissant, faire qu'on adapte les outils de communication, qu'on se préoccupe des conditions de scolarisation, de faire en sorte que chacun puisse, quand il le souhaite et qu'il le peut, évoluer dans un contexte épanouissant. Donc pourquoi c'est libérateur? Pour trois raisons. D'abord, c'est universel, il y a une universalité de ces notions. Deuxièmement, ça met l'accent sur l'environnement. Quand vous parlez d'inclusion, vous n'êtes plus ciblé sur les soi-disant déficits de la personne, mais sur l'interaction entre cette personne et un environnement. Et donc vous avez tout un tas de pistes d'action sur l'environnement. Il y a une attention, une reconnaissance des potentialités. Et puis, ça a plein d'effets positifs parce que par autodétermination, il y a aussi toute la logique du rien pour nous sans nous, du recueil de la parole, qu'elle est première, elle est fondamentale, elle est importante, elle est, voilà. Mais comme le dit le texte, et je suis parfaitement d'accord avec ça, ces notions, cette idéologie de l'autonomie, je pense que je peux la nommer comme ça, hein, elle peut aussi avoir des effets délétères, voire très délétères, et même des effets paradoxaux, c'est-à-dire au lieu d'être libérateur, émancipateur, être, le texte va loin, hein, le texte dit, votre texte dit maltraitant et carcéral. Alors, bon, ok, mais c'est vrai. Et Paul Louvel-Dubuc, dans un article qui s'appelle La pensée inclusive à l'épreuve du polyhandicap, le montre très bien. C'est dans la Revue française d'éthique appliquée. Il montre notamment que cette notion d'inclusion, il faut la questionner. On a des débats infinis avec Paul Loup, parce que moi je l'utilise, mais sémantiquement, et Paul Loup la critique philosophiquement. Mais je pense qu'il a raison. Hein. Il dit, on doit l'interroger en profondeur, parce que ce concept d'inclusion, et les politiques, les institutions, les dispositifs qui en émanent, ils portent en eux un certain nombre de présupposés. Ils tendent à faire disparaître l'exclusion comme catégorie à part entière et que ça manque. Que devient l'égalité des chances, par exemple, avec la notion d'inclusion? Est-ce qu'on la dissout pas? Les politiques, les institutions, les dispositifs, ils s'adressent alors à certains types d'individus au risque d'en exclure d'autres, de mettre dans inclusif ceux qui ont finalement les handicaps les moins lourds, ou les incapacités les moins lourdes, de les inclure et de recréer une barrière non plus entre les personnes porteuses d'un handicap et les autres, mais au sein des personnes porteuses d'un handicap. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la maladie d'Alzheimer et dans le champ de ce que les Anglais appellent la démence, c'est exactement ce qu'on a vu. Les politiques inclusives, elles ont embrassé les personnes avec des troubles cognitifs légers ou légers à modérés, et elles ont laissé inchangée la situation des personnes avec des difficultés plus évoluées. Enfin, le principe même de l'inclusion, dit Paul Louvel-Dubuc, suppose un ordre social où les déjà inclus déterminent les frontières de la société et les incluables ou les autres, il y a potentiellement une norme derrière de vie qui s'impose insidieusement par cette notion d'inclusion. Donc c'est carcéral, maltraitant et puis aussi totalement, potentiellement pernicieux, donc je suis d'accord avec vous. Mon quatrième point, c'est celui sur lequel je diffère légèrement ou partiellement avec ce constat et le chemin que je vous propose pour avancer. La solution qui est proposée dans l'argumentaire pour agir, pour tenir compte du fait que c'est des notions qui ont potentiellement un intérêt pour votre cause, mais aussi qui peuvent avoir des effets très délétères, surtout dans un contexte où l'État se désinvestit et où, sous prétexte d'autonomie, on va laisser les gens démunis en termes de moyens et d'accompagnement, parce qu'on voit aussi que ça peut être une idéologie qui justifie le retrait d'un certain nombre de moyens d'accompagnement, hein, au nom de l'autonomie des personnes.
On le voit un peu dans le champ de la tutelle, mais on pourra y revenir. Donc la solution qui est proposée dans votre argumentaire, c'est d'ajuster ces notions au contexte du polyhandicap, de s'interroger sur leur sens dans ce contexte du handicap complexe, de la dépendance extrême ou des différences. Autrement dit, c'est de se demander, et je trouve que la piste de réflexion est très bonne, hein, c'est quel sens ça a, l'autonomie, autodétermination, inclusion, citoyenneté pour les personnes qui sont dans une situation de handicap très complexe ou qui sont très différentes. Il y a une autrice américaine qui s'appelle Eva Kittet, qui a beaucoup travaillé sur ces questions notamment, qui dit c'est bien beau de se préoccuper de l'autonomie des personnes, mais pour des individus, et elle avait un enfant malade, si je me souviens bien, pour des personnes qui ont très très peu d'autonomie, ça veut dire quoi? Du coup, vous accompagnez quoi? Vous faites quoi concrètement? Et elle est pour rompre complètement avec ce modèle en disant il n'est pas approprié. Moi-même, dans mes travaux sur Alzheimer, j'ai essayé de faire ça. J'ai essayé de montrer comment une espèce de cadre éthique d'accompagnement des personnes malades ou des personnes en situation de handicap, il peut s'adapter. Et ma question de recherche, c'était qu'est-ce que ça veut dire respecter l'autonomie quand elle est fragilisée par la maladie? J'ai l'impression que vous vous demandez un peu comment respecter ou promouvoir l'autonomie quand elle est fragilisée par des formes de handicap ou des différences. Moi, ça m'a notamment conduit à montrer que la notion de consentement libre et éclairé, elle peut être problématique quand il y a des troubles cognitifs, que ces troubles entraînent des difficultés de discernement ou de jugement, et qu'il faut être inventif d'autres catégories. On a notamment à l'espace éthique beaucoup promu la notion d'assentiment, qui n'est pas tout à fait un consentement libre et éclairé, qui est un accord donné sur la base d'options qui ont déjà été un peu réduites, simplifiées, puis sur une compréhension partielle de la situation. Donc ce travail-là, je le trouve vraiment intéressant et je trouve qu'il faut le mener, c'est-à-dire se dire, par rapport à ce qui est le cadre général, compte tenu de la spécificité des situations que nous, on connaît, comment, pour donner une réalité à ce cadre général et que ça reste pas juste une forme de blabla, ça devient réel. Je vous indique aussi qu'il y a des auteurs comme Solène Biot, par exemple, qui est sociologue à Grenoble, qui ont travaillé aussi sur la prise en compte de cette notion de consentement ou de recueil des préférences dans le champ de la démence, en se demandant comment les aides-soignantes et les auxiliaires de vie font, indépendamment des blablas généraux sur le respect du consentement, comment elles font en pratique quand elles vont vers quelqu'un pour faire une toilette et qu'elles n'ont quasiment rien, pas d'expression dans le visage, pas de retour sur ce qui est fait, ni positif ni négatif, et la façon dont ces professionnels reconstruisent une forme de dialogue malgré tout silencieuse et de discussion. Donc ça, je trouve que c'est une piste vraiment intéressante qui est de se demander qu'est-ce que l'autonomie, qu'est-ce que l'autodétermination, la citoyenneté, l'inclusion dans ces situations-là. Et je trouve que la proposition que vous faites d'écouter le terrain et de retravailler les modèles proposés par les philosophes ou les pouvoirs publics, notamment d'aller à l'écoute ou à la recherche de l'autonomie, si petite soit-elle, des personnes, ça me semble fondamental. Et je l'ai fait moi-même pendant plus de 15 ans. Mon seul point, et c'est une question que je vous pose, mais que je me pose aussi, c'est est-ce qu'on ne devrait pas être plus radicaux encore? Est-ce qu'on ne devrait pas faire un pas de plus? Si on est vraiment convaincu de ce qu'on dit, est-ce que ce qu'on doit faire, c'est ce discours général et on essaye de le particulariser dans une situation spécifique? Mais si, comme moi, vous êtes convaincu que, et donc ça ne touche pas en fait le discours général, les philosophes continueront de faire leur philosophie, les pouvoirs publics continueront de faire leur pouvoir public, leur rapport, etc. Et puis il y aura une particularisation. Mais si on croit vraiment dans la démocratie, si on croit vraiment que les formes de vie dont on s'occupe, ce sont vraiment des formes de vie humaines, est-ce qu'il ne faut pas qu'on soit un peu plus radicaux? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on se dise que ce mouvement, c'est pas juste un mouvement de particularisation de notions générales dans une spécificité de situations diverses? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire le contraire, c'est-à-dire retravailler ces notions et forcer tout le monde, y compris les philosophes et les pouvoirs publics, à retravailler ces notions à partir des contextes de vie et des formes de vie et des situations de vie que vous et nous connaissons? C'est-à-dire qu'on n'aurait plus un mouvement descendant, mais on aurait un mouvement ascendant. Et ce ne serait plus
le polyhandicap, la démence, les exceptions à la règle générale du consentement ou de l'autonomie, mais on partirait de ces situations-là, de ces formes de vie-là, pour aller challenger les philosophes et les pouvoirs publics et avoir une conception de l'autonomie, de l'inclusion, de la citoyenneté qui puisse parler à tout le monde. Et quand je dis parler à tout le monde, c'est à la fois parler et de tout le monde. Et c'est à la fois parler des personnes polyhandicapées, mais c'est aussi parler de leurs proches et de la forme de vie que c'est de vivre avec, que ce soit présent, elle le dit très bien, la maman dans le film. Et puis vous parliez des professionnels, on peut parler aussi de leur autonomie à eux. Qu'est-ce leur est laissé à eux comme autonomie dans leur travail, dans leur façon de gérer les choses. Et je trouve qu'à ce moment-là, on serait peut-être plus efficace et on contribuerait aussi à une réflexion globale sur l'autonomie, sur ces notions. L'ouvrage qui m'a donné à penser ça, c'est un ouvrage en anglais qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Cognitive Disability as a Challenge to Moral Philosophy. Donc en gros, c'est pas la philosophie qui vient dire comment on va, enfin ce serait absurde, vous vous rendez bien compte. Je sais que certains de mes collègues pensent que parce qu'ils sont philosophes, ils peuvent parler de tout, qui est une forme d'universalité. Moi, je ne fais pas du tout comme ça. Je suis plutôt un philosophe de terrain, mais ce serait beaucoup plus logique d'aller challenger, c'est-à-dire mettre à l'épreuve nos conceptions de l'autonomie à partir d'exemples qui sont paradoxaux et qui l'interrogent, et d'essayer de retrouver de l'universel à partir de là. Donc, la proposition que je vous fais, je m'arrête là-dessus, c'est que dans le cadre des investissements d'avenir, le gouvernement lance des programmes prioritaires de recherche. Il y a un programme prioritaire de recherche qui est lancé en ce moment sur la question, je vous le donne en mille, de l'autonomie. Il y en a 5 ou 6 des grands sujets, investissements d'avenir avec des moyens. Ça va se décliner en 4 axes. Il y a un premier axe, un deuxième axe auquel il faut répondre le 2 novembre, on ne sera pas prêt. Mais il y a d'autres axes qui vont paraître, et notamment de travailler cette question de l'autonomie par l'expérience des personnes qui sont d'abord concernées. Donc, je trouve que nous, Espace Éthique, nous et puis l'équipe, on serait tout à fait intéressés et disposés de travailler à vos côtés pour essayer à partir des expériences diverses, parce que on ne veut pas non plus essentialiser ce que vous vivez, mais des expériences diverses et des formes de vie diverses et des formes de travail et des formes de parentalité diverses que ça crée, pour essayer de voir dans quelle mesure ça met à l'épreuve et ça nous conduit à être inventifs d'une autre manière de concevoir ce que ça veut dire l'autonomie, l'autodétermination, respecter, préserver, promouvoir l'autonomie des personnes. Donc ça veut dire que, moi, je vous propose simplement de faire ça, mais on pourra voir si ça vous intéresse, mais je trouve en tout cas que ça suppose 2 choses, et ce sera ma conclusion. Je pense qu'il faut à ce moment-là ne pas se faire piéger nous-mêmes et pas essentialiser nous-mêmes ce dont on parle, c'est-à-dire peut-être ne pas penser qu'il y a le polyhandicap, hein, qu'il y a plein de contextes et de situations où l'autonomie sous toutes ses formes est entravée, notamment fonctionnelle, est entravée, et je pense que ça nécessite que les uns et les autres se parlent, même si parfois, comme les moyens sont limités, vous pouvez être en situation de concurrence objective pour avoir de l'argent de la part des pouvoirs publics pour vos sujets, mais ça suppose que les uns et les autres, les différentes formes d'entrave à l'autonomie puissent se parler. Et puis, ça suppose surtout qu'on ne considère pas qu'au sein du polyhandicap, les façons de vivre ces situations, même quand elles sont proches, sont identiques. Il peut y avoir des façons de vivre et d'interpréter et de penser ça au point de vue de l'autonomie totalement différentes. Donc, mon idée est que les personnes qui sont porteuses d'une expérience, qui le vivent, ce polyhandicap, qui l'accompagnent comme parents, comme proches, comme professionnels, comme bénévoles, vous êtes porteur d'une voix, vous êtes porteur d'une éthique et d'une conception, et je trouve que on a un tout petit déficit démocratique. Je sais pas si vous, mais ma démocratie en ce moment, elle me déprime beaucoup. J'ai besoin d'antidépresseurs, et je trouve qu'un mouvement ascensionnel comme ça, où des gens qui font l'expérience et qui ont l'expertise de ces situations, on remonterait une pensée
et pas juste un vécu ou un ressenti, une pensée de quelque chose et une vision de quelque chose, ça aurait un peu d'allure, y compris en année électorale où on a tous, je crois, un déficit majeur de démocratie et où on se demande comment nous-mêmes on peut exercer notre citoyenneté. Je vous remercie. Merci, mon cher Thierry, pour cette parole très forte et très juste. Ce mélange d'exigence et de bienveillance qui est vraiment le regard qu'il convient de porter. Je vous ai vu prendre des notes, hocher la tête. Euh, Maintenant, je vous donnerai bien, on n'est pas très à l'heure, mais bon, c'est la tempête, que voulez-vous. Et donc, je veux bien prendre quelques questions ou quelques remarques, et ensuite, que ce soit à distance, Maestro, si tu interviendras tout à l'heure. Et donc, est-ce que quelqu'un veut faire cette démarche absolument courageuse de prendre la parole en premier? Oui, merci.